Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, vous le savez, c'est du lundi au vendredi en direct sur Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on les dit à fleur de peau pour ne pas dire à cran, vulnérables aux ambiances et aux émotions, les hypersensibles, lumière sur un trait de caractère qui peut être un atout, y compris en entreprise. Smart et Réglo, notre focus juridique. Aujourd'hui sur le préjudice d'anxiété, c'est un sujet d'actualité. Préjudice moral que de nombreux salariés exposés à des produits dangereux, toxiques, souhaitent aujourd'hui faire reconnaître. Éclairage avec une avocate, ce sera dans quelques minutes sur notre plateau. La pause café avec Sybilla Oudjan. Comment font les entreprises qui arrivent à réduire la consommation d'énergie dans leur bureau? Petit tour des initiatives, mais aussi quelques astuces simples pour réduire les émissions, la facture, mais aussi faire du bien à notre planète. Le cercle RH, une fois n'est pas coutume, ce sera un grand entretien que nous aurons aujourd'hui. Un entretien ou plutôt une consultation avec un réuniologue. Oui, vous avez bien entendu. Allez, on ne va pas se mentir. Vous aussi, vous avez peut-être un jour traîné des pieds en allant à une réunion. Diagnostic, prescription et traitement avec mon invité pour réenchanter nos réunions. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi, en entretien, les recruteurs vous posent parfois des questions détournées, surprenantes. Ce sont effectivement des questions détournées. Attention, en entretien, aucune question n'est anodine. C'est ce que nous verrons à la toute fin de cette émission. Mais pour commencer bien dans son job, âme sensible, hypersensible ou non, ne pas s'abstenir. Bien dans son job et j'ai le plaisir de recevoir Audrey Monard. Bonjour Audrey. Alors c'est Aurore, mais Aurore. bonjour. Bonjour Merci de me recevoir. Aurore, rectifions les choses. Aurore, vous êtes coach en guidance, là. C'est bon, on est d'accord. Et vous avez écrit ce livre, Travailler autrement avec l'hypersensibilité, paru aux éditions Alicio. Oui. Alors la guidance, je dois avouer que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis allée chercher, est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, bien sûr. Il y a la notion de guide, on imagine, derrière cette Oui, cette alors c'est plutôt l'idée de faire que les gens reprennent leur véritable guidance intérieure et en fait qu'ils s'y reconnectent à cette intuition, à cette petite voix intérieure et qu'ils puissent au mieux guider leur vie eux-mêmes, en fait, les rendre autonomes avec ça. Parce qu'on a du mal justement à percevoir cette intuition, on se met peut-être des œillères, des barrières. Oui, tout à fait. Et vous tentez justement de reconnecter ces personnes avec ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Exactement. Peut-être leurs envies aussi. Oui, leurs envies. Et puis je pense aussi que c'est se reconnecter à son plein potentiel. Quand on travaille en fait sur ses fausses croyances, quand on travaille sur ses comportements un petit peu récurrents, eh bien on arrive à l'essence. Et quand on arrive à l'essence, eh bien on peut la faire jaillir et faire jaillir ce potentiel et le mettre au service de ce qu'on est vraiment. Et si on ne suit pas justement son intuition, on aurait tendance à avoir des difficultés à s'épanouir, notamment dans le monde du travail? Après, c'est un petit peu... on a le choix, on a toujours le libre arbitre, donc c'est à chacun aussi de se positionner là-dessus avec ce qu'il a envie de vivre, justement. Mais je pense que c'est toujours plus facile d'être en lien avec soi, tout simplement. Il y a un sujet sur lequel vous vous penchez depuis de nombreuses années, c'est l'hypersensibilité. Oui, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser de près à ce sujet? Vous êtes hypersensible. Voilà. Moi-même, je suis hypersensible et du coup, dans mes guidances, c'est un précieux atout parce que ça me permet justement de me connecter aux personnes qui sont devant moi, de ressentir, vu que l'hypersensibilité, ça se joue dans cette hyperstimulation, en fait. Alors, au bruit, aux odeurs, voilà, tout dépend, mais voilà. Donc ça, c'est aidant. Et donc, oui, moi, je suis hypersensible, effectivement, et je m'en sers dans mon travail d'écriture également. Alors, on a peut-être une vision qui est fausse de l'hypersensible. Quels sont les traits de personnalité de la personne hypersensible? En fait, je pense que les personnalités, elles sont différentes. Après, ce qu'on retrouve chez les hypersensibles, c'est cette hyperstimulation, cette réception accrue, en fait, à tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Donc, on va recevoir des signaux
Plus de signaux, plus intenses aussi. Oui, exactement. On va les ressentir beaucoup plus fortement. Ce qui va faire aussi qu'on va ressentir de temps en temps une fatigue beaucoup plus grande, parce qu'on est submergé en fait sans cesse par ces stimuli. Et donc, des fois, ça peut être plus fatigant. Il faut le prendre en compte. C'est pour ça aussi qu'on a un fonctionnement en général différent des autres et que c'est intéressant de connaître ce trait hypersensible, notamment au niveau de l'entreprise, parce que ça permet justement de le mettre au bon endroit et de pouvoir s'en servir vraiment, parce qu'on a des capacités. Du coup, cette hypersensibilité développe chez nous des particularités qu'on peut mettre... oui, mais est-ce qu'on n'a pas justement plus tendance à capter les émotions négatives plutôt que les positives ? Non, je crois pas. Je crois qu'on ressent en fait intensément l'ensemble des émotions. Et après, ce qui peut être gênant pour des personnes qui sont moins sensibles, c'est justement l'expression des fois, parce qu'on a tendance à déborder de temps en temps quand le trait hypersensible est, on va dire, mal canalisé, et ça peut gêner les autres. Mais après, j'ai envie de dire vous aussi dites que... justement gêner les autres. Est-ce qu'on n'a pas tendance à les mettre un petit peu de côté, les hypersensibles ? Si, je pense que... Enfin, il y a une incompréhension, en fait, oui. peut-être une surréaction. Une surréaction, et puis j'ai envie de dire aussi qu'on les voit souvent comme des personnes fragiles, notamment dans le cadre professionnel. Ce qui peut être justement un frein dans le cadre professionnel. Oui, complètement. Alors que je pense que c'est une grosse erreur, parce que justement, quand on comprend en fait les subtilités de ce trait hypersensible, on peut mettre la personne hypersensible à un poste qui lui correspond, et justement, son plus grand potentiel à cette personne hypersensible, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est cette sensibilité. Donc en fait, à partir du moment où on a compris ça, par exemple, peut-être qu'on va en parler après, par exemple, moi j'ai pu rencontrer des managers hypersensibles qui se servent de ce trait dans leur cadre de travail et qui s'en servent vraiment avec brio. Est-ce qu'on a un meilleur manager ? Est-ce qu'on est plus humain quand on est hypersensible ? Tourner vers l'autre ? J'ai tendance à dire à l'écoute aussi. Oui, à l'écoute. On a un lien de très grande empathie en fait avec l'autre. Et puis un manager hypersensible, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, me parlaient du fait qu'ils avaient du mal à porter un masque. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, souvent on se conforme, etc. On a une personnalité qui est clivée. Là, on parle du masque social. Social, abstrait. Le vrai masque aussi. Vous avez raison de préciser. Et donc, effectivement, ces personnes ont du mal à porter ce masque. Donc, en règle générale, quand le trait est canalisé, ils ne le portent pas. Ils affirment leur hypersensibilité au travail. Et ça leur permet, notamment avec leurs équipes, de laisser ce champ, en fait, avec les équipes avec lesquelles ils travaillent. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un employé, s'il arrive à un moment donné avec un problème personnel, alors bien sûr sans que ça prenne la place sur le travail, on est bien d'accord, mais il a cette possibilité d'en parler. Voilà, il y a un temps souvent qui est dédié pour ça quand on est manager hypersensible, et ça laisse cette place et ça permet derrière d'être dans un meilleur état d'esprit et certainement une meilleure productivité, parce que du coup on est beaucoup plus attentif à ce qu'on fait une fois qu'on a déposé ça. Donc voilà, ce trait hypersensible, il sert aussi beaucoup dans les négociations, parce qu'on a cette possibilité de mieux capter l'autre, justement, donc des fois de mieux entendre le besoin, même s'il n'est pas prononcé clairement. D'ailleurs, j'ai un témoignage... Est-ce qu'on peut en jouer d'ailleurs, notamment dans des négociations ? Oui, complètement. Un peu comme la PNL finalement. Alors, en jouer, je ne sais pas, parce que c'est quand même quelque chose, c'est un trait qui fait partie de nous. Donc voilà, ça dépend comment on entend le mot jouer. Mais après, je crois... servir, en tout cas. Voilà, je pense effectivement tout à fait qu'on peut s'en servir et que ça peut être vraiment une grosse plus-value, quoi. Est-ce qu'il y a un job idéal ou des secteurs qui sont peut-être plus à même de voir un hypersensible s'épanouir et être performant ?
Je crois pas. Enfin, moi, ça, c'est ma pensée particulière. Peut-être dans les relations aux autres? Oui, mais après, je pense qu'un hypersensible, il va être meilleur. En tout cas, il va pouvoir accéder à son plus grand potentiel à partir du moment où, justement, il fait quelque chose qui a du sens pour lui et dans lequel il peut mettre son cœur. Parce qu'un hypersensible, alors ça paraît un petit peu cliché, hein, voilà, de dire qu'on met du cœur dans les choses, mais pourtant, c'est très, très vrai, parce qu'à partir du moment où une personne hypersensible est convaincue par ce qu'elle fait, elle va donner son meilleur. Et ça, c'est important de le savoir. Je pense même aux directeurs d'entreprise, quand on sait ça et qu'on est convaincu par ce qu'on fait, on sait où mettre cette personne. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui où depuis un peu plus d'1 an maintenant, nos repères ont été considérablement bousculés. On est presque un peu tous hypersensibles. On s'est vu face à nos émotions, aussi souvent en huis clos. Je pense notamment au premier confinement, des émotions qu'on n'a pas toujours, qu'on n'accueille pas forcément bien. Justement, c'est ce cœur, ce lien, peut-être cette main tendue, cette oreille, qui peut aider aussi à mieux gérer ses émotions. Oui, alors c'est intéressant la question que vous me posez parce que justement, ce livre, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Donc, on était vraiment au cœur du commencement de cette crise. Et en fait, j'ai voulu, moi, faire un livre qui n'était pas sclérosant, justement, pour les hypersensibles parce qu'on a tendance à les pointer du doigt. Et on a aussi tendance, en fait, à vouloir constamment qu'ils se conforment, en fait, au milieu de l'entreprise. Et moi, ce que je mets... L'entreprise doit plutôt s'adapter ? Alors, je crois qu'il y a un juste milieu. En fait. Des deux, un pas chacun. Exactement. Je pense que l'entreprise, aujourd'hui, on le voit, on est dans une remise en question, quand même une réflexion sur les choses. On le voit, il y a des choses qui se passent aussi à l'intérieur, avec tout ce qui est, par exemple, la RSE, qui permet aux entreprises de se relier à l'environnement. En tout cas, on les y invite à se relier à cet environnement et à faire attention à leur impact sur l'environnement. Et puis, aussi, on a bien vu que depuis quelques années, il y a la gestion des émotions qui prend une grande place au niveau des entreprises. Et justement, moi, ce qui m'intéressait aussi à travers ce livre, c'était de faire passer ce message un petit peu plus global, c'est-à-dire ne pas rester sur un public particulier des hypersensibles, mais vraiment pouvoir passer le message qu'il serait important, en tout cas, de réfléchir à comment réintroduire cette sensibilité un petit peu plus dans le monde de l'entreprise globalement, parce que je crois que tout le monde, effectivement, en a grand besoin. Merci beaucoup Aurore, le message est passé en tout cas. Aurore Monard, coach en guidance, et puis je rappelle aussi ce livre que vous avez signé aux éditions Alicio, Travailler autrement avec l'hypersensibilité. Merci beaucoup Aurore. Merci à vous. Tout de suite dans Smart et Réglo, focus sur le préjudice d'anxiété, une notion relativement récente qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors cela touche de plus en plus de secteurs, bien au-delà de la question spécifique de l'amiante. On en parle tout de suite avec une avocate sur notre plateau, c'est tout de suite. Smart et Réglo, aujourd'hui le préjudice d'anxiété, préjudice moral qui a été reconnu dernièrement par la justice à la faveur de centaines de salariés qui ont été exposés au cours de leur carrière à des produits dangereux. Sur notre plateau, Marie Albertini, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate en risque industriel et responsabilité associée au cabinet PDGB. C'est ça, j'ai tout PDGB. bon. Alors, c'est vrai qu'initialement, le préjudice d'anxiété, on en a peut-être, et vous en avez peut-être entendu parler, ça ne concernait que les travailleurs qui étaient exposés à l'amiante. Absolument. Dans le cadre, bien sûr, de leur activité professionnelle, comment on peut définir vraiment précisément ce préjudice et comment et pourquoi, justement, le préjudice a été élargi à d'autres secteurs ? Alors, je crois que la première chose qu'il est important de rappeler, c'est que le préjudice d'anxiété n'est pas inscrit dans la loi. C'est des jurisprudences. Ce n'est que de la jurisprudence, ce sont les décisions des tribunaux et en dernier ressort de la Cour de cassation. Et donc le préjudice d'anxiété, il y a un acte fondateur, une décision de la Cour de cassation qui date du mois de mai 2010 et qui a donné cette définition du préjudice d'anxiété en disant que les salariés qui avaient été alors exposés dans des conditions très particulières qui sont celles des sites
classée qui donne droit à l'allocation anticipée de retraite des travailleurs de l'amiante. C'était déjà très conscrit. C'était très circonscrit. Et dans les années qui ont suivi, la Cour de cassation a encore assoupli sa définition pour ces travailleurs-là. Et aujourd'hui, pour ces personnes exposées sur des sites dits ACATA, l'indemnisation du préjudice d'anxiété est automatique. Pendant le même temps, elle avait refusé à toute autre personne, à tout autre salarié dans d'autres secteurs. Il y avait eu des tentatives quand même. Il y avait eu beaucoup de tentatives et elle avait toujours fermé la porte jusqu'à un revirement de jurisprudence. Donc en 2019, en avril 2019, la Cour de cassation a complètement changé sa position en disant que tout salarié exposé à l'amiante, mais pas forcément donc dans un site classé ACATA, donc ça ouvrait beaucoup plus de personnes. Tout salarié exposé à l'amiante générant un risque... Une angoisse aussi. Voilà, alors un risque élevé de contracter une pathologie grave. Chaque mot compte, puisqu'en fait ce sont des conditions posées par la Cour de cassation. Mais le risque, il est évalué par la médecine du travail ? Alors le risque, il est évalué, c'est une très bonne question, on ne sait pas vraiment. Et c'est une des interrogations que pose cette jurisprudence, parce que qu'est-ce qu'un risque élevé ? Et qu'est-ce qu'une pathologie grave ? Alors, il est clair que pour les cancers, par exemple, et ceux encore plus qui sont répertoriés comme étant susceptibles d'être des maladies professionnelles, le débat ne fait pas de doute. Mais pour beaucoup d'autres pathologies, c'est une question. Et ensuite, presque troisième définition donnée par la Cour de cassation très récemment l'an dernier, donc en 2020, la Cour de cassation a ouvert le préjudice d'anxiété à toute personne exposée à une substance nocive ou toxique. Donc là encore, ça ouvre un champ énorme. Et comment définit-on une substance ? On n'a pas forcément du recul sur toutes les substances. Absolument. On ne sait pas s'il y a des dommages à long terme. Tout à fait. Et ce qui a caractérisé au départ le préjudice d'anxiété, c'est qu'il a été créé pour les salariés exposés à l'amiante, qui sont des pathologies qui ont un temps de latence très long. C'est-à-dire que c'était des personnes qui pouvaient... Des gens qui sont retraités peut-être aujourd'hui. Très souvent retraités, c'est-à-dire qui avaient été exposés dans les années 70 avec des pathologies qui se révèlent 30 ans plus tard. Et là, récemment, on a eu 3 décisions presque coup sur coup, plusieurs, en plus des secteurs assez différents, des décisions récentes rendues en faveur des salariés d'EDF, de Renault Trucks, des mineurs de Lorraine. Où est-ce qu'on en est de cette indemnisation ? Alors, effectivement, ces 3 décisions sont intéressantes à divers titres. Alors, celle des mineurs de Lorraine, c'est la suite logique de l'arrêt d'avril 2019, puisque c'est en cassation de cet arrêt que ça a été jugé que les mineurs de Lorraine avaient effectivement droit à une indemnisation. Le jugement, puisque c'est un jugement qui a été rendu pour les salariés de Renault Trucks, est très intéressant, parce que c'est des salariés qui ont été exposés à l'amiante, mais pas dans un site ACATA. Donc, ils devaient faire la preuve de leur préjudice, de leur anxiété, etc. Et le jugement a rejeté 2/3 des demandes en disant que ce n'était pas établi, que les salariés n'avaient pas prouvé. Et pour ceux pour lesquels elle a accordé une indemnisation, elle a modulé son indemnisation en fonction de ce qu'elle estimait avoir reçu comme preuve de l'anxiété. À la différence de ce qu'a fait la juridiction pour les salariés d'EDF, les salariés d'EDF ont reçu tous 10 000 €. Une indemnisation, alors qu'elle doit être adaptée à chaque personne, la même pour tout le monde. Et c'est aussi un point qui pose encore difficulté. Donc aujourd'hui, on a un peu des grandes lignes, mais on a encore beaucoup d'incertitudes. Et dans les critères exacts, on doit passer quoi, des visites médicales ? Est-ce que le CHSCT a un rôle à jouer dans ces demandes ? Alors, Parce que ça reste un préjudice moral en plus. Donc j'imagine qu'il y a quand même... Ce sont des personnes en bonne santé. Voilà. C'est très important. D'ailleurs, dans tous les jugements qui ont été rendus récemment,
aucun des salariés n'était malade. Absolument. Ils sont tous en bonne santé quand ils demandent une indemnisation pour ce préjudice d'anxiété, donc qui est la crainte de tomber malade. Hein. Mais les critères tant du risque que de la gravité de la pathologie, on n'a pas de référentiel pour l'évaluer. Et c'est pour ça que les décisions à venir vont être très intéressantes pour savoir comment les juridictions caractérisent ce que c'est qu'une pathologie grave pour des substances qui sont beaucoup moins connues que, par exemple, l'amiante, les poussières de bois, le benzène. Il y aura de plus en plus de procédures lancées par les salariés qui iront dans ce sens. Curieusement, je dirais... Après le grand arrêt d'avril 2019, on pensait qu'il y aurait une vague. On pensait qu'il y aurait une vague de demandes et en fait, pas du tout. Il y a quand même relativement peu de demandes et ça vient, je pense, du fait que les conditions qui ont quand même été posées sont un peu strictes, effectivement, et je pense quand même que c'est une bonne chose. Et d'autre part, il y a un délai pour pouvoir faire cette action, pour être indemnisé, qui est de 2 ans. 2 ans à partir de la connaissance qu'on a été exposé à un risque. Donc, ça se fait soit... Plus la procédure qui est longue, donc finalement on est sur des temps très très longs. Mais le délai pour agir est quand même relativement court. Donc, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on a encore assez peu de demandes, mais qu'il est possible qu'on en ait plus dans un avenir proche, et ce qui ne veut pas dire qu'elles seront toutes admises. Parce que bien évidemment, les entreprises peuvent se défendre. Elles peuvent se défendre, mais aussi, ce qu'on voit, ce sont ces entreprises qui sont mises face à leurs obligations, notamment de sécurité, celle d'assurer la sécurité de leurs salariés. Comment elles peuvent se défendre ? Tout à fait. Alors, c'est un grand principe du Code du travail. Hein. L'employeur est responsable de la sécurité, de la santé, non seulement physique, mais aussi morale, de ses salariés. Et alors que par exemple, pour la première catégorie de salariés dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui sont sur des sites à cata, l'indemnisation est automatique. Pour tous les autres, l'entreprise peut démontrer qu'elle a pris les mesures de prévention, à la fois collectives et individuelles, pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Donc ça se prouve par des rapports de CHSCT, des PV de CHSCT, des mesures d'exposition. Quand il y a des produits, certain nombre de produits dangereux, on doit mesurer régulièrement les expositions. Donc si ces expositions sont dans la norme, c'est un bon point évidemment pour l'entreprise. Il y a évidemment le rôle du médecin du travail. Si, par exemple, dans ses rapports, le médecin du travail n'a jamais signalé un risque, on peut se demander comment l'employeur pouvait, lui, par ailleurs, en avoir aussi parfaitement conscience. Conscience et connaissance. Voilà. Donc, pour les entreprises, je dirais que le point positif de toute cette construction jurisprudentielle, c'est quand même la possibilité de pouvoir prouver que l'entreprise a été responsable, qu'en connaissance d'un risque, elle a pris les mesures nécessaires. Et nous verrons dans les prochaines années comment cela se dessine. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, merci. Restez avec moi quelques instants. Marie Albertini, avocate en risque industriel et responsabilité, associée au cabinet PDGB. Et si nous prenions maintenant une petite pause café, pourquoi pas à la chandelle? Aujourd'hui, Sybille Aoudjan nous parle de tous ces éco-gestes à adopter au bureau pour réduire sa consommation d'énergie. La pause café, c'est tout de suite. La pause café avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravie de vous retrouver. Alors vous allez nous parler d'un concours pour réduire sa consommation d'énergie. Le concours Cube qui voit s'affronter des entreprises. Voilà, depuis 6 ans, un concours est mené par l'Institut français pour la performance du bâtiment pour alerter sur la consommation énergétique des bâtiments d'entreprise, la plupart du temps donc des bureaux. Il s'intitule le concours usage bâtiment efficace, dit Cube, et récompense les entreprises qui ont réussi à particulièrement réduire leur consommation de leurs locaux. Le résultat est tombé dernièrement, celui de l'édition numéro 6 qui calcule la consommation de l'année 2020 par rapport à celle annuelle
de 2019. Alors sans plus attendre, car la tension est palpable sur le podium, il y a Orange, Carrefour et BNP. Orange pour 2 bâtiments, celui de l'île d'Espagnac en Charente et celui des Innes en Gironde. Ces 2 sites ont réalisé des économies d'énergie de 56 et 49% au cours de l'année. Le site de Carrefour à Montesson dans les Yvelines a aussi drastiquement réduit sa consommation de 49%. Et enfin, BNP a réalisé de bonnes performances à Casablanca au Maroc. Les réductions de consommation y ont été faites à hauteur de 44%. Et dans le concours, on a plusieurs sous-catégories, j'imagine. Voilà, il y a des classements différents selon les types d'émissions et aussi selon les types de bâtiments. Donc forcément, un classement spécifique qui porte sur la réduction des gaz à effet de serre. Orange, Carrefour et BNP figurent parmi les bons élèves. Mais on y retrouve aussi Synergité, un acteur justement dans la transition énergétique des entreprises. Et puis le ministère de la Justice avec son tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a évité d'émettre 46% de gaz à effet de serre par rapport à 2019. Un classement aussi en fonction des superficies des bureaux, cela va quand même jusqu'aux bâtiments de plus de 30 000 m². Et puis on retrouve les bâtiments semi-industriels, les bâtiments de l'enseignement supérieur. L'École nationale d'architecture de Normandie est la mieux placée. Et puis pour l'année prochaine, plusieurs autres catégories. Il y aura dans la liste les collèges-lycées, les entreprises de la défense spécifiquement, et puis une liste pour les villes en elles-mêmes. Bref, l'Institut français pour la performance du bâtiment fait tout pour inciter le parc immobilier national à baisser ses émissions. Et puis attention, l'année prochaine, il y aura un peu de name and shame avec une nouvelle catégorie intitulée Dark Cube qui portera sur les moins bons élèves. Alors on voyait des baisses d'émissions et de consommation d'énergie de l'ordre de plus de 50%. Comment font ces bâtiments pour réussir à réduire autant en fait ? Oui, alors on pourrait penser que ces grands groupes ont des chiffres d'affaires élevés et donc des investissements massifs pour des changements impossibles. Mais en fait, il y a des choses assez simples à réaliser qui prennent une ampleur d'autant plus grande que les locaux sont grands. Par exemple, mettre des capteurs de présence est assez efficace pour éviter d'éclairer tout simplement des pièces inutilement. On peut aussi changer les ampoules par des éclairages LED qui sont moins consommateurs et qui tiennent plus longtemps. Des actions sur le chauffage peut-être réalisées, coupe des appareils durant le week-end. Carrefour a aussi interrompu les rideaux d'air chaud aux portes d'entrée pendant les heures de fermeture. Les espaces de transit comme les halls ou les couloirs ne doivent pas forcément être chauffés autant que les open space. Et puis BNP s'est tourné vers une solution un peu plus sophistiquée avec un thermomètre intelligent qui module son fonctionnement selon la température intérieure. Et puis tout simplement, on peut demander aux employés de faire attention, ça fonctionne bien avec des panneaux au sein des bureaux de rappel des bons gestes comme éteindre la lumière ou éteindre son ordinateur. Ça, il y a pas mal de bon sens en réalité, un petit peu de technologie. Une question importante, est-ce que le télétravail finalement, on pourrait penser avec des bureaux vides que les consommations d'énergie ont fortement explosé? Eh bien, la réponse est un peu plus complexe que ça. Le think tank BSI Economics nous donne quelques chiffres. Déjà, en 2019, le tertiaire représente 15% de la consommation d'électricité globale, ainsi que 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Les conséquences de l'éclairage, de la climatisation des systèmes de chauffage et du refroidissement. Depuis 2018, la loi Elan soumet les bureaux à des obligations de réduction d'énergie avec des objectifs clairs. 40% d'économie d'énergie en 2030 et puis 60% d'ici à 2050 par rapport à une année de référence comprise entre 2010 et 2020. Alors si les bureaux ont été moins sollicités durant cette année de pandémie, les personnes en télétravail utilisent l'énergie de leur logement qui ne répond pas aussi bien aux normes énergétiques que les bâtiments professionnels. Donc ce qu'on appelle communément des passoires thermiques représentent quand même 17% des logements en France. BSI Economics est donc plutôt favorable au retour aux bureaux qui permettent de fortes économies d'échelle grâce à des contrôles de pratique, à des meilleurs investissements de rénovation et à des gestions automatisées des systèmes. Voilà, donc tout cela peut rendre les bureaux plus performants. Bon, on va peut-être pas couper la lumière tout de suite, hein. On va la garder encore quelques instants. En tout cas, merci beaucoup, Sybille. On se retrouve demain pour une nouvelle pause café. Dans quelques instants, un grand entretien. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un expert et pas n'importe lequel. Sa discipline de prédilection, la réuniologie, où un salarié passerait
4 ans de sa vie en réunion, un manager près de 10, alors halte à la réunionite, à ces réunions chronophages, superflues, qui n'ont rien de productif. Tous les bons conseils d'un spécialiste tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous. Retour sur le plateau de Smart Job, le cercle RH qui prend aujourd'hui le format d'un grand entretien et j'ai le plaisir de recevoir Louis Vareille. Bonjour Louis. Bonjour. Alors vous êtes vétérinaire de formation. Oui. Oui, vous avez passé 30 ans dans l'industrie agroalimentaire. Vous êtes passé notamment chez Danone, Oui. En France et aux Pays-Bas. Oui. Et puis en 2017, vous lâchez tout. Vous décidez de créer... déjà de vous intéresser à une nouvelle discipline ou alors vous la montez, vous la créez, la réuniologie, et vous créez l'école internationale de réuniologie depuis 4 ans à peu près. Vous faites le tour des organisations, des entreprises et voilà, ce qui vous intéresse, ce sont celles qui ont mal à leur réunion et vous, vous faites un diagnostic, un traitement de fond, j'imagine. Et voilà, on essaye d'avoir des réunions efficaces, performantes, auxquelles les personnes ont envie de participer surtout. Et envie de revenir. Revenir, c'est important. Vous venez de signer un livre, La réunionite, ça suffit, les 10 questions magiques et les 3 secrets de la réuniologie. Ça tient en 3 secrets vraiment ? Ça tient beaucoup. Presque, oui. Mais il y a 3 secrets. Vous voulez tout de suite ? On commence par la fin ? Non, pas tout de suite, non. On va commencer par la réuniologie. Incroyable. 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 Ça étudie les réunions, j'imagine. Oui. Ça établit un diagnostic et ça tente de trouver un traitement à la réunionite. Exactement. Voilà. Alors, par quoi commencer Alors, on parle souvent de la réunionite. Ce sont quoi ? Trop de réunions ? Oui. Trop longues ? Oui. Qui ne servent à rien. Trop de monde ? Trop de monde. Oui, trop de monde. On aime bien avoir du public. Alors la réunion peut servir à... Bien sûr, beaucoup de réunions fonctionnent bien, mais il y en a beaucoup trop peut-être où ça ne fonctionne pas très bien. Il y a une belle étude là qui date de 2017. J'aime bien la citer parce que je pense qu'elle a été faite... Elle est lourde de sens. Ouais, elle est lourde. Elle dit 2 choses en gros. Elle dit en France, un manager passe 9 heures par semaine en moyenne en réunion. Donc c'est une moyenne. Alors souvent il y a des gens qui disent mais Louis, moi c'est pire que ça. Bref. Et puis surtout la deuxième information est encore plus importante. Elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. Dans 50% des cas, les gens sortent en disant c'était pas vraiment efficace. Donc en fait la question de fond c'est plutôt une question de qualité. Donc quand on parle de réunionite, il y a une question effectivement de quantité mais surtout de qualité. De réunions qui ne produisent pas ce qu'elles devraient produire. Et qu'est-ce qu'elles génèrent en fait ? De la frustration. Et il y a un Américain, il appelle ça le MRS, Meeting Recovery Syndrome. Je vous laisserai traduire, mais c'est le temps que l'on passe à la machine à café pour se plaindre d'une mauvaise réunion qu'on vient de quitter. On fait la réunion après la réunion. Voilà. On refait la réunion. On refait le match. Bon, Voilà, et ça, c'est pas très bon pour la santé morale des gens, en fait. Sauf que, à la base, la réunion ou les réunions, ça sert à quelque chose. Ça a un sens, ça a un objectif. Pourquoi on se réunit ? Alors, je sais pas, moi je suis pas anthropologue, mais d'abord on se réunit parce qu'on est un animal sociable. Bon, alors on se réunit dans les bistrots quand on peut, et on se réunit en réunion. Alors, en ce moment, beaucoup à distance. Mais on se réunit, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que la réunion, c'est l'endroit du collectif pour transformer généralement un rêve individuel en succès collectif. Donc c'est un endroit où on va décider d'un projet, décider de son organisation, on va décider les plans d'action, on va les suivre, on va les ajuster, on va célébrer les succès. Donc la réunion, c'est le lieu du collectif. Mais ce qui est fondamental, c'est que les gens qui soient là soient des acteurs et non pas des figurants. Voilà. Il y a une phrase d'Elon Musk, qu'on dit d'Elon Musk, qui à la fin d'une réunion, on va voir quelqu'un, dites donc, aujourd'hui, je ne vous ai pas entendu, vous aviez vraiment besoin d'être là ? Donc en fait, la question, quand on parle de qualitatif, c'est effectivement, la réunion doit être productive, mais mieux encore, elle doit être engageante. Elle doit faire que les gens qui sont là se disent « j'ai bien fait de venir, j'ai un rôle à jouer ». Sauf qu'on se demande pourquoi on était là, mais on a été conviés à cette réunion. Ah oui, alors on a été conviés. Alors pourquoi on vous convie alors que vous n'avez peut-être aucun intérêt à y participer ? Est-ce que c'est un désir de transparence ? On est dans l'ère de la communication, il faut communiquer. Est-ce que la réunion est un moyen de communiquer, même si vous n'êtes pas acteur, vous avez entendu ?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. Alors, pourquoi vous êtes invité? Alors, parfois parce que vous êtes dans une liste d'adresses email automatiques. Vous savez, j'envoie l'email de l'invitation à tous les gens qui sont dans la liste. Pfut, voilà. J'ai une entreprise, moi, qui me dit une réunion s'est crantée dans mon agenda. J'espère qu'ils n'écoutent pas parce que voilà. Donc ça veut dire que la réunion, elle vient de on ne sait où et elle se crante dans l'agenda. Non, mais une réunion, d'abord, ça se planifie, ça s'organise, et surtout, ce que je dis, il y a la question magique du participant. Quand on reçoit une invitation à une réunion, et que l'objectif n'est pas clair, que l'ordre du jour n'est pas là. Souvent, il n'y a pas d'ordre du jour, Voilà. d'ailleurs. C'est le moment de poser la question magique du participant. Qu'attends-tu de moi? Et donc, à partir de là, qu'attends-tu de moi? Le gars qui vous a, ou la personne qui vous a invité va être obligé de réfléchir. D'abord de répondre, et de répondre à 3 questions. Qu'attends-tu de moi durant la réunion? Qu'attends-tu de moi peut-être dans le projet? Et qu'attends-tu de moi avant la réunion pour que je vienne préparer et que je puisse vraiment contribuer? Donc en fait, la question, c'est vraiment de repartir. Allez, je liste le premier secret. C'est commencer par la fin. C'est être super clair sur ce que l'on veut obtenir. Là où on veut aller. Là où on va aller. Le résultat. Très souvent, il y a des sujets. On va parler de tel sujet. Mais parler d'un sujet, c'est pas un objectif. On va faire un poids sur le projet. Non. Décider si on prend l'option A ou B, ça, c'est un objectif, c'est une décision. Donc en fait, toute la difficulté, c'est d'être capable de formuler de façon simple le résultat concret que l'on attend de la réunion. Et si le résultat est clair, si la question est claire, ben vous allez mobiliser les gens pour qu'ils viennent motivés et préparés. Moi, je vais me permettre de donner peut-être le deuxième petit secret. La première fois qu'on s'est parlé au téléphone, vous m'avez demandé d'emblée combien de temps allait durer notre échange téléphonique. La nécessité de fixer un timing, de borner un entretien, une réunion, en quoi c'est important? Bonjour chef, j'ai un sujet à voir avec toi. C'est sur le projet Tartampion. T'as un quart d'heure? Oui, j'ai un quart d'heure. Donc je vais pouvoir parler. Il faut le tenir, le quart d'heure. Bien sûr qu'il faut le tenir, mais au moins, votre boss vous a dit, ok, j'ai le quart d'heure. Ou une autre réunion, bonjour, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a prévu d'être là jusqu'à 1h30. Ah, pardon, tu dis, tu as un TGV à prendre? À quelle heure? À 13h? Ok, très bien. On va ajuster l'ordre du jour. Parce que le sujet sur lequel tu dois intervenir, on devait le traiter à 13h15. Tu seras parti, on inverse. Donc en fait, vous allez créer de la certitude. Et on a tous besoin de certitude. Sans parler de ceux qui ont besoin d'aller chercher les enfants à la crèche. La réunion qui démarre à 17h et à 17h50, on se dit « Oulala, mais on en est où là? On est au point 2 alors qu'il y en a 5 à traiter encore ?» Vous commencez à être dans une sorte de panique et vous dites, est-ce que je vais encore... Une séance à l'Assemblée qui n'en finit pas. Exactement. Et donc, si par contre on vous a dit au démarrage, écoute, aujourd'hui on a une réunion mais ça se termine à 18h, on va pouvoir se libérer un petit peu de cette peur, de cette angoisse et être complètement présent. Mais sinon on n'est pas là. Est-ce que ça va bien se terminer? Est-ce que je vais pouvoir quitter pour aller chercher mon gamin? Ou est-ce que je vais pouvoir prendre le coup de fil important que j'ai avec un client? Donc en fait, juste poser au début de la réunion sa durée, ça va créer de la certitude, du confort. Et Fanny, quand on s'est parlé en plus, vous m'avez dit on a à peu près 1 heure. Je dis cool, je vais laisser Fanny mener un peu le débat. J'aurai bien le temps d'ici à la fin de dire vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc en fait, vous avez eu le temps en plus. J'ai eu le temps. Mais si vous m'avez dit Louis, on a juste 10 minutes, oui. J'aurais fait différemment. Oui, vous concentrez les idées essentielles, vous allez droit au but. Le réuniologue, on ne vient pas à vous, on ne vient pas vous consulter, vous allez dans les organisations. Comment vous intervenez? Vous dites coucou, je suis là, je peux participer à la réunion, vous êtes observateur. Alors d'abord, j'essaie de comprendre où est-ce que les gens ont mal. Donc je leur en parle d'abord. Et ensuite j'observe. Donc je demande à observer des réunions. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, il y a plein de choses que les gens font bien. Bien sûr, on parle de réunionnite. C'est rassurant. Mais oui, donc observer une réunion et se dire ça, c'est bien. Enfin, il y a un truc que j'adore, moi, c'est quand j'interviens, je saute à la gorge de quelqu'un en disant ça, c'était génial, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Vous commencez par le positif. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, toutes les organisations ont une culture, des habitudes. Je travaille avec des start-up. Je travaille avec l'Académie vétérinaire de France. Je peux vous dire que ce n'est pas la même maturité par rapport à ce qu'une réunion. Donc, à partir de là, il faut aller chercher donc, des observations et puis se dire, tiens, là, vous allez juste essayer ce truc-là.
Et donc l'observation est essentielle. C'est un peu comme un podologue, si vous voulez. Vous allez chez le podologue parce que j'ai mal au dos. Donc on est bien dans la phase diagnostique. Absolument. Donc là, vous notez ce qui va bien, Oui. ce qui ne va pas. Oui, enfin, ce qui ne va pas. En tout cas, où est-ce qu'on pourrait mettre des ajustements pour que ça se transforme? Quel est le premier conseil que vous donnez une fois le diagnostic établi à l'entreprise? Alors, à l'entreprise, moi, je leur dis, évaluez vos réunions. Prenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce qu'on pense de nos réunions? Qu'est-ce qu'on pense? C'est-à-dire, on demande à chacun des participants d'évaluer la réunion? Alors, si j'arrive dans une entreprise, actuellement, ce qu'on a développé, c'est une enquête qu'on envoie à tous les salariés. Une enquête complètement anonyme, tiers de confiance, avec 12-15 questions. Qu'est-ce que vous pensez des réunions? Est-ce qu'elles sont décisives? Est-ce qu'elles sont trop longues? Est-ce qu'elles sont trop courtes? Trop de monde? Pas assez de monde, etc. Et en fait, ça permet d'avoir une photographie. C'est anonyme, mais on découpe quand même la population entre les dirigeants, les directeurs, les managers, les collaborateurs. Donc, qui permet ensuite d'avoir une sorte d'analyse globale, de voir comment c'est perçu. Donc ça, c'est l'enquête. Ensuite, donc c'est une façon déjà d'avoir une première évaluation. Et la deuxième, je pousse les entreprises à décider d'évaluer leur réunion, de prendre le temps à la fin de la réunion, de se dire, est-ce que cette réunion était bonne? On fait quoi? On donne une note? C'est l'école des fans, je lui donne 10? Alors, oui, il y a une méthode... Comment mal noter une réunion quand on est un participant? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est... Donc, comment on note? École des fans, d'ailleurs, d'abord. Alors, il y a des gens dans le monde de l'informatique agile qui sont très préoccupés par le progrès continu. Ils ont mis au point une méthode qui s'appelle le ROTI. C'est de l'anglais, hein. Return on Time Invested. Bon, vous inquiétez pas. Donc, on demande à la fin d'une réunion aux gens d'évaluer la réunion. Et c'est avec la main, on dit, elle vaut 5, c'était une super réunion. J'ai vraiment très très bien utilisé mon temps, 4, 3, 2, 1. Et donc, chacun donne sa note. Et en fait, ça s'appelle un rituel, la personne qui anime la réunion demande, t'as mis un 3 là, qu'est-ce qui manquait pour que tu mettes un 4? Ah ben, ça aurait été mieux si on avait pu avoir les documents à l'avance. Oui, il faut savoir justifier effectivement la note dès lors qu'elle n'est pas maximale. Voilà, et donc ça se fait en réunion. Alors maintenant, il y a des applications, il y en a une qui est géniale, qui s'appelle Roti Express, qui permet de faire ça juste après. C'est automatique, tac, tac, et on a très très vite une note sur la réunion. Si on peut également demander si les gens sont un petit peu coincés, moi ce que j'adore faire, j'ai fait ça hier alors que j'assistais à un comité exécutif, je leur dis, bon écoutez, prenez un bout de papier, vous répondez à 2 questions. Première question, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Et bizarrement, j'ai une réponse que j'entends assez souvent, ouais, plutôt bonne réunion, tout le monde a pu parler, on a couvert l'ordre du jour. Et puis, qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois? À nouveau, ils m'ont dit, ce serait bien qu'on traite les vrais sujets. En gros. Question essentielle, parce que finalement, c'est presque la première question à se poser. Quels sont les vrais sujets? C'est une bonne réunion, mais peut-être qu'on n'était pas sur les bons sujets. Donc en fait, il faut oser faire ça. Et quand je suis un patron de réunion, il faut oser poser ces 2 questions. Écoutez... Donc dès lors, on engage les collaborateurs dans la réunion, mais pendant la réunion, c'est-à-dire que vous passez, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure, voire plus, en spectateur, vous écoutez. Comment on peut les engager? Il faut, j'imagine, alterner différentes phases. Alors, et à un moment, les solliciter. Il y a plein de choses à faire. La première, c'est choisir les bons. Donc, les bons participants. Donc c'est choisir les personnes. Doit être parfait. Les personnes aient un intérêt sur le sujet et une compétence. Ensuite, le casting, ça peut être aussi d'éviter dans cette réunion d'avoir le chef, le sous-chef, le sous-sous-chef. Parce que qui va prendre la parole sur un sujet? Est-ce que c'est le chef, le sous-chef ou le sous-chef? Donc parfois, c'est vraiment dans le casting. La deuxième chose, toute réunion doit commencer par un peu ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, créer un petit peu de certitude. Les amis, on est là pour 1 heure, c'est bon? On va traiter ça, c'est bon? On va le traiter dans cet ordre-là, l'ordre du jour, c'est bon? D'accord? Et puis, tiens, Paul, tu feras le compte-rendu aujourd'hui. C'est aussi prendre les choses en main. Parce que en début de réunion, il y a un tel qui parle avec un tel sur un autre sujet. Enfin, souvent, c'est un petit peu dissipé. Hein, et ramener tout le monde à l'attention et à l'objectif à l'ordre du jour de la réunion, c'est très compliqué. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « faites l'équipe, l'équipe fera le reste ». C'est une phrase d'Olivier de Villard, j'aime beaucoup. Chaque réunion, vous refaites l'équipe. Donc vous allez connecter les gens, vous leur dites pourquoi ils sont là, combien de temps ça va durer, comment on va prendre la parole. Et idéalement, vous faites ce qu'on appelle une inclusion.
C'est-à-dire que vous donnez la parole à chacun pour qu'il réponde à une question extrêmement simple. Juste pour que chacun entende sa voix dans la salle. Et à distance, c'est encore plus fondamental. À distance... Et par la même manière, il comprend pourquoi il est là. Et en plus, il comprend pourquoi il est là. Et après, dans l'animation, il faut mettre des vitamines dans l'animation. Et Paul, qu'est-ce que tu en penses? Et Samia, ton avis, je sais que tu as un avis là-dessus. Il faut aller chercher les gens, en fait. Il faut aller les solliciter. Et il faut faire ça, et après, mais ça demande un talent. On voit, vous êtes ouvert, souriant, très positif. On est loin des têtes dépitées qu'on voit à la sortie des réunions. C'est ça, c'est cet état d'esprit aussi très engageant qui peut être la clé d'une réunion bien ficelée, puisqu'on parlait de rôti. Oui, le rôti bien ficelé. Oui, enfin, je pense qu'il... Alors, une autre astuce que j'aime bien citer, c'est qu'un bon animateur de réunion n'a pas d'intérêt dans la réunion, sur le sujet. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire circuler l'énergie, c'est de faire travailler tout le monde, c'est que chacun puisse prendre la parole. Et dans un contexte, il y a une phrase aussi que j'aime bien, qui est de Mathieu Becher, le CEO de Klaxoon, qui dit « L'oral n'est pas démocratique ». Donc tout à l'heure, vous évoquiez déjà cette idée. Comment je fais dans une réunion pour que tout le monde puisse prendre la parole, l'extraverti qui est lui plutôt à l'aise à l'oral, et puis peut-être l'introverti. De faire se révéler des introvertis. Ouais, et donner la parole à tout le monde. Et donc utiliser l'écrit. Et aujourd'hui, on a une chance inouïe. Enfin, inouïe. Avec les outils de communication actuels, on peut utiliser non pas seulement l'oral, mais l'écrit, avec les fameux chats, les zones conversées, etc., qui permettent en fait à des personnes de contribuer plus à l'écrit qu'à l'oral, et que tout le monde va pouvoir vraiment jouer son rôle. Et le dernier truc, fin de réunion, il faut appuyer là où ça fait du bien. Vous animez la réunion, vous appuyez. Écoutez, aujourd'hui, je suis enchanté, parce que vraiment, j'ai apprécié la manière avec laquelle chacun avait bien préparé le sujet aujourd'hui. Vous finissez comme ça. Vous les félicitez pour réengager par la suite. Et bien sûr, parce que le niveau de motivation de ces personnes pour venir à la réunion suivante est directement lié au niveau d'énergie avec laquelle ils vont quitter celle qui vient de se terminer. Avant de nous quitter, Louis, parce que le temps passe très très vite, je vous avais dit 22 minutes dans mon souvenir, il en reste une 30. Très rapidement, déjà première question, est-ce qu'on peut se passer de réunion ? Ah non, oui, non. Enfin, moi, je suis un peu réservé là-dessus. Néanmoins, il y a une boîte qui est sympa, qui s'appelle... sympa, je connais pas très bien la boîte, mais qui s'appelle Alan. Et donc, c'est une licorne depuis 2 jours. Pas de réunion. Les décisions sont prises à distance. Et ça fonctionne ? A priori. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut faire comme eux, mais je dis qu'il faut surtout prendre de la conscience. De quoi on a besoin pour faire fonctionner l'organisation ? Des réunions, des documents à distance, il y a plein de modalités qui existent. Il faut avoir une sorte d'intelligence pour aller chercher la bonne. Il faut savoir aussi tout mêler, la distance. Bien sûr. Un travail avec des équipes asynchrones. Exactement. Il faut savoir réunir tout le monde. Exactement. C'est un vrai défi. Ouais, il y a un truc génial qui s'appelle la matrice de Johansson. Je la fais vite fait, mais Johansson, c'est un type qui a fait une matrice en disant même endroit, lieu différent, même moment différent. Et il dit en gros, essayez de travailler dans tous ces espaces, et vous allez voir que vous allez créer une collaboration qui va être transformée. Très très rapidement, vous avez fait sortir un autre livre, Vivre sa vie en mode Skype. Oui. Et 15 autres idées simples pour trouver le bonheur au travail et au-delà. Avec une petite mention, 1 heure de lecture pour changer une vie. La vôtre, belle promesse. Écoutez, je vais vous dire, je pense qu'elle ne change pas à la suite, tout de suite après la lecture de ce livre, mais je vous dirai ça dans quelques semaines peut-être. Le mode Skype, c'est quoi et à quoi ça sert ? Le mode Skype, c'est amusant, c'est une métaphore que j'ai imaginée il y a 7-8 ans. Il consiste à dire, quand je suis avec vous, Fanny, je vous vois sur le grand écran. D'accord ? Mais en même temps, je garde un œil quand même sur le petit écran en bas à droite. Là où vous voyez. Ouais. De manière à être dans la relation, je vous vois, mais je me vois être avec vous. C'est une mise en abîme, presque. C'est une mise en abîme. Et donc, ça me permet de m'ajuster. Ça me permet de prendre conscience de ce qui se passe. Comment vous pouvez être entièrement avec la personne si vous avez un œil sur comment vous vous comportez avec elle ? Alors, j'ai un bout d'œil. C'est pas... je me regarde pas sur le grand écran. C'est vraiment sur le petit écran. Donc c'est vraiment une question de zoom, si vous voulez. Vous êtes quand même essentiellement au cœur du système, mais moi je me surveille un peu et je m'ajuste. Et le soir, ce que je fais, oui, pour trouver des voies de progrès. Et le soir, j'active le mode replay. C'est-à-dire que le soir, je vais me dire, tiens, j'ai passé un peu de temps avec Fanny, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ?
Quel truc que j'aurais pu faire différemment pour qu'elle soit encore plus à l'aise, que moi je sois encore plus à l'aise et que cette conversation soit encore plus riche. Et ça, on le saura demain. Demain, le jour où je vous dirai merci. Il y a aussi le merci du lendemain qui a une valeur incroyable. Ah, ça vous a plu ? Ah oui, énormément. Vous voulez énormément. J'ai le temps ? Allez, le merci du lendemain. Très rapidement. Très vite. Mais c'est le truc rigolo, le merci du lendemain. C'est prenez le temps. On dit merci. Là, on va se quitter. Fanny, on va dire je vais vous dire merci, mais c'est un merci comme ça, instantané. Qui est, voilà, spontané pour le coup, mais Voilà. Trop à chaud, quoi. Par contre, demain, je vous envoie un petit SMS. Il aura plus de valeur. Ouais. Parce que vous aurez analysé tout ce qui s'est passé et vous aurez pris conscience de Et en gros, je vais vous dire, alors c'est pas la manipulation, ce sera sincère, vraiment. Fanny, je regarde dans les yeux, ce sera sincère. Ce sera. Mais je vous crois. Merci pour ce que vous avez fait. Bravo pour le talent que vous avez utilisé pour ça. Voilà moi ce que j'ai ressenti. Et voilà surtout ce que ça m'a donné envie de faire. Et je pense que c'est un cadeau. Alors moi, ça va me permettre de revivre un peu le moment, de mettre des mots sur ce que j'aurais vécu. Et peut-être que vous, ça va vous appuyer avec le deuxième partie où je vous dirai bravo pour ce talent que vous avez activé et ça va vous renforcer. On a commencé tout à l'heure sur les diagnostics des réunions. Il y a plein de choses qui se passent bien. Il faut renforcer ça. Et les individus, Et les c'est pareil. mettre en valeur. Et oui. Écoutez, mon premier merci, à chaud, Louis Vareille. Louis Vareille, réuniologue, président de l'École internationale de réuniologie. Votre livre, La réunionite, ça suffit. Les 10 questions magiques et les 3 secrets de la réuniologie. Vous pourrez retrouver tous les secrets et avoir des réunions super, j'ai envie de vous dire. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi avec ces questions détournées que l'on peut peut-être vous poser lors d'un entretien. Thierry Bismuth, je le sais, derrière la porte dans les starting blocks et moi, bientôt sur le grill. Fenêtre sur l'emploi et je reçois Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Ravi Fanny. Fondateur du réseau Odyssée RH, toujours. Alors, ce que vous venez de nous dire, moi ça m'a un petit peu interpellée, j'aime beaucoup votre propos, c'est que les recruteurs, en fait, vous posent des questions pour avoir des réponses à d'autres questions qui se posent, mais qu'ils ne vous posent pas directement. Exactement. Si vous m'avez suivi, c'est formidable. On va révéler quelques secrets, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est effectivement vous expliquer ce qui se cache parfois derrière des questions qui peuvent paraître anodines. Par exemple, Fanny, si je vous demande si vous avez de la chance en entretien. J'essaye de la provoquer. Ah, belle réponse. Alors, d'autant plus belle réponse que vous doutez bien qu'en tant que recruteur, le fait que vous ayez ou pas de la chance m'intéresse assez peu. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la vision que vous avez de la chance que vous avez. Parce que, vous vous en doutez, les gens qui ont du succès, en général, sont optimistes et ils se perçoivent chanceux. À l'inverse de ceux qui ont tous les malheurs et qui attribuent ça à un manque de chance. Et donc, lorsque je vous demande si vous êtes chanceuse, ce qui m'intéresse, c'est plutôt votre confiance en vous. Ça n'a rien à voir. En tout cas, la perception que vous avez de votre chance, ça dit quelque chose de votre confiance en vous. Et ça, en tant que recruteur, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'accord, donc c'est ça que vous évaluez, mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé directement si j'avais confiance en moi? Parce que si je vous demandais si vous avez de la chance, si vous êtes organisée, si vous êtes rigoureuse, vous me diriez... Oui, je suis parfaite, oui, forcément. Vous le voulez ce job chez Odyssée, alors évidemment vous allez me répondre tel que je veux l'entendre. L'objectif pour moi, c'est évidemment, à travers ce type de questions, de percevoir autre chose. Si vous me dites je suis organisée, rigoureuse et chanceuse, ce que ça me dit simplement, c'est que vous avez très très envie du poste. Et c'est déjà très bien. Mais ça ne me dit rien des qualités que je veux évaluer. Mais alors comment on valide justement tous ces critères? Alors, disons simplement que lorsqu'on doit évaluer un certain nombre de critères pour un entretien d'embauche, on va pouvoir classer ces critères selon 3 petites familles. La première, la plus simple, c'est des questions auxquelles, en me répondant, vous me donnez la réponse. Est-ce que vous avez le permis de conduire? Est-ce que vous avez tel diplôme? Est-ce que vous avez une habilitation dont j'ai besoin? Votre réponse, elle est simple. À vrai dire, en tant que recruteur, on aurait pu me remplacer par un automate ou un formulaire, mais c'est une série de questions pour lesquelles votre simple réponse me suffit. D'accord. Donc là, elles sont directes. Très facile. Deuxième série de questions plus fines, ce sont des questions pour lesquelles votre réponse ne m'intéresse pas et qu'il est très difficile pour moi de détourner. Ce sont tous les éléments, en revanche, que je vais voir pendant l'entretien. Par exemple, j'ai pas besoin de vous demander si vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de communicante, quelqu'un... Je le sais très bien, d'abord parce qu'on se connaît tous les deux. Oui, aussi un petit peu. Mais même si je ne vous connaissais pas, passer un quart d'heure de bavardage avec vous et même pas d'entretien me renseigne sur un certain nombre de sujets pour lesquels le simple entretien... C'est un petit test, en fait.
Oui, l'entretien, en fait, c'est déjà une simulation ensemble de critères. Le niveau de vocabulaire, la capacité à convaincre, tout ça, ce sont des choses qu'on voit en discussion, en entretien, mais même en discussion, sur lesquelles je n'ai pas besoin de vous interroger. Je ne vais pas vous interroger sur votre dynamisme, je vais le percevoir. Donc, ce n'est pas des questions sur lesquelles on interroge, ça n'est pas non plus des questions sur lesquelles on va utiliser des outils détournés. Le simple échange nous suffit. Et puis il y a les troisièmes critères, et c'est ça le plus important. Ce sont effectivement tous les critères sur lesquels vos réponses ne me suffisent pas, que je ne peux pas percevoir dans le cadre d'un bavardage, et pour lequel ce type de questions détournées, par exemple, est-ce que vous avez de la chance, va me servir. D'accord. C'est compliqué, il faut s'accrocher, il faut faire attention à tout finalement. Hein. Vous avez d'autres exemples de questions indirectes? Qu'est-ce qu'on va essayer d'évaluer? Alors déjà Alors 3 ou 4 et puis vous m'arrêterez quand on aura dépassé le temps parce que je sais que... Il vous reste 2 minutes. D'accord, c'est vrai? Eh oui. Je me dépêche. Alors par exemple, si je vous demande ce que votre entourage, ça fait déjà quelques entretiens qu'on discute d'un poste, que votre entourage, vos proches, votre conjoint, vos parents, vos amis, pensent du poste pour vous. Ça peut être surprenant quand même. Ça peut être surprenant. Ceci étant dit, ce qu'ils pensent du poste m'intéresse peu, en tout cas moins, que la façon dont vous réfléchissez. C'est-à-dire que si vous me dites que vous avez discuté avec votre expert comptable, votre femme, vos parents, si vous êtes jeune, et votre boulanger, et qu'ils ont des avis très différents, quel que soit l'avis de votre boulanger, ça me dit votre façon de partager une décision. Alors que si vous me dites je n'ai rien dit à personne, je compte décider tout seul, ça me dit quelque chose. Or c'est important parce que après vous avoir embauché, je vais vous manager. Et ce que ça me dit, c'est votre mode de fonctionnement aussi vis-à-vis du manager que je suis. Il est important de retenir que recruter, c'est aussi préparer un management et tout ce qui va me permettre de savoir si et comment je peux vous... se projeter en fait finalement dans l'expérience potentielle. On a une très jolie phrase en recruteur qui dit, peut-être vous vous en rappellerez, je l'avais déjà évoqué, qu'on se recrute pour du savoir-faire et qu'on se quitte pour du savoir-être. C'est une question qu'on utilise assez. Et donc, c'est très important de savoir comment évaluer quelqu'un, notamment dans le management. Par exemple, si je vous dis, votre dernier employeur, dont vous venez de me parler dans le cadre de l'entretien, si vous deviez convaincre un candidat de travailler avec lui, que diriez-vous de lui? Ça va m'indiquer ce que vous avez apprécié chez ce manager. Et donc, comment vous avez envie que je vous manage. Si à l'inverse, je vous demande... Si vous deviez dissuader un candidat de travailler avec votre ancien manager, que diriez-vous pour le dissuader? Ça va me dire évidemment à l'inverse ce que vous ne voulez pas d'un manager que je serai peut-être demain pour vous. Donc vous voyez que même en termes de management, la question la plus anodine, en fait, elle cache, en tout cas elle nous sert à autre chose. Il y a une question aussi que vous brûlez de me poser, c'est globalement si je peux commencer dès demain ou après-demain. Donc dans un temps très court. Alors effectivement, par exemple, si je vous dis en cours d'entretien, écoutez, moi je vous veux, pouvez-vous commencer demain? Votre réponse à chaud va me dire votre niveau d'intérêt pour le poste. Parce que ça fait 1 heure que vous me convainquez que ce poste vous intéresse. Là, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué, je ne peux pas venir demain. Alors justement. Là, moi. Donc ça veut dire que... Vous, je m'en doute. Mais et d'ailleurs, je n'êtes pas le seul sur la liste. J'ai peut-être pas fait assez bien mon acte de vente, voilà. Mais ceci étant dit, si on a un candidat qui se jette sur l'occasion pour dire ça tombe très bien, je vais m'organiser, j'avais les contraintes, mais je commence demain, on sait qu'il est très intéressé par le poste. Si en revanche il nous invente une excuse, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, j'ai piscine demain, j'avais prévu de faire un week-end et donc je pourrais pas commencer dès demain. On a bien compris qu'il n'a pas piscine demain, mais qu'il veut gagner 2-3 jours parce qu'on n'est peut-être pas son premier choix, parce qu'il a peut-être d'autres. Il joue la montre. Et donc ça ne dit rien de mon intérêt pour ce candidat, mais peut-être que je dirai pas non tout de suite aux autres candidats. Merci beaucoup Thierry Bismuth, riche d'enseignements, toujours très dynamique et très bronzé aussi. Vous nous avez fait le plaisir de revenir de vacances. C'est toujours un plaisir et j'aurai peut-être la prochaine fois d'autres comme ça conseils sur les questions détournées. J'espère bien, j'y compte bien. Merci beaucoup Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. Smart Job, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les invités qui sont venus aujourd'hui sur notre plateau. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, restez fidèles au programme de Bismart. Excellente journée et à demain.